Parmi les innombrables proverbes japonais empreints de sagesse et de métaphores qu'on apprécie tous sans vraiment les connaître, il en est un qui a particulièrement retenu mon attention au soir de ce week-end atypique à Suzuka. La pluie tombe toujours plus fort sur un toit percé. Une manière très imagée et paradoxalement très cartésienne d'expliquer que les ennuis impactent davantage les plus faibles, les plus défaillants et les plus désorganisés. Je vous laisse donc deviner qui, une fois de plus, a joué le rôle du toit percé lors de ce Grand Prix du Japon. Un petit indice, ce n'est pas Ferrari. Allez, générique. En abordant ce week-end, j'avais prévu de suivre, comme bon nombre d'entre vous, 2 événements dédiés au sport auto. Le premier, qui se déroulait au Mans sur le circuit Bugatti, ne suscitait aucune attente en moi, tant l'excès de promo et le ton m'avaient, je le confesse, un peu refroidi. Le second, qui se tenait cette fois-ci à Suzuka, me tardait d'arriver, d'autant que le Japon et la F1 n'avaient plus croisé leur route depuis 2019. Dans ce contexte, il était logique de penser que le GP Explorer s'inscrirait en apprenti du mentor Formule 1, copiant ses codes et mimant sa réalisation avec un brio certain. Pourtant, au final, ce week-end d'octobre montre au contraire que c'est plutôt l'événement de Squeezie qui a donné une véritable leçon d'organisation à la Formule 1. Car le samedi, j'ai vu un public non averti tous azimuts et qui en l'espace d'une demi-journée a pu ressentir l'adrénaline que nous fans de sport auto ressentons depuis des lustres. Alors que le dimanche, j'ai vu un public historique faire contre-fortune bon cœur sous la pluie ou devant leur télé face à une gestion de course déplorable. Le samedi, j'ai vu des célébrations à la fois spontanées et parfaitement calibrées. Le dimanche, je n'ai vu que de la gêne et de l'incompréhension dans les yeux de tous ceux qui font notre sport. Le samedi, j'ai vu un amateurisme sincère et assumé à tous les niveaux, qu'il émane des commentateurs, des écuries ou des pilotes, mais qui ont donné à ce rendez-vous ce cachet unique. Le dimanche, j'ai vu un amateurisme à vomir, une mauvaise foi crasse et un cafouillage réglementaire inacceptable. Le samedi, j'ai même vu une voiture de sécurité gérée au poil pour finalement laisser Villebrequin et Despiello se disputer leur victoire dans des conditions sportives décentes. Quand le dimanche, j'ai vu les leçons d'un drame de 8 ans d'âge, ignorées par l'organisation même censée garantir la sécurité de ses pilotes. Alors j'ai bien conscience que de comparer le GP Explorer au Grand Prix du Japon peut vous paraître saugrenu, voire démagogique, tant les enjeux diffèrent. Et oui, l'un est un pur événement de divertissement, quand l'autre est un sport prestigieux. L'un vulgarise et simplifie, quand l'autre reste d'une complexité redoutable dans sa gestion. Et si l'un se déroulait sous un soleil radieux, l'autre tentait d'émerger dans des conditions épouvantables. Il n'empêche, dans la symbolique, pour une manifestation qui était la quintessence de l'amateurisme au sens noble du terme, le GP Explorer m'a semblé bien plus professionnel que ce que nous avons vécu une quinzaine d'heures plus tard au sein d'un sport de 72 ans d'âge. Aussi, pour un extraterrestre converti qui s'est motivé à se réveiller aux aurores le dimanche dans la poursuite de l'extase de la veille, eh bien la gifle a sans doute été violente. Donc oui, la pluie tombe toujours plus fort sur la FIA, mais à ce tarif-là, ce n'est plus tellement une toiture percée, mais plutôt un trou d'obus géant de la grosse Bertha qui terrasse les tuiles de l'organisation mère de la F1. Car pour la 2e année consécutive, le Grand Prix qui consacre l'attribution du titre a été bafoué. Et pourtant, tout n'a pas été mauvais. La décision claire, prise par la direction de course de ne pas redémarrer le Grand Prix du fait d'une visibilité désastreuse, et la réactivité retrouvée dans l'application immédiate de la pénalité infligée à Charles Leclerc après le fiasco Pérez de Singapour, auraient pu laisser l'espoir d'un rafistolage de toiture. Mais c'était sans compter sur 3 erreurs impardonnables et qui montrent que la FIA est toujours sujette aux mêmes lacunes. D'abord, une erreur de sécurité qui s'est manifestée par la sortie de la grue d'évacuation dans des conditions si désastreuses que plusieurs pilotes affirment ne l'avoir même pas vue en passant devant. Alors on ne paraphrasera pas ici ce qui a déjà été dit par 90% du paddock sur le scandale de revoir pareil véhicule sous la pluie après le drame de 2014. On insistera seulement sur l'absurdité de la réprimande infligée à Gasly pour un excès de vitesse sous drapeau rouge et devant la dite grue, et qui, quoique incontestable, démontre bien là un déni de réalité inquiétant côté FIA. La deuxième erreur, cette fois-ci de coordination, concerne le drapeau à damier qui finalement a été agité un tour trop tôt par la direction de course, si bien que la moitié du peloton a continué pleine balle jusqu'au secteur 2 du tour de décélération. Pas dangereux du tout au passage. La 3e et dernière erreur relève plus de la communication, liée à l'attribution pleine des points malgré les 28 petits tours parcourus à Suzuka. À ce sujet, difficile d'en vouloir à la FIA d'avoir appliqué l'article 6.5 de son règlement sportif, qui ne conserve l'attribution partielle des points si et seulement si
Une course suspendue ne peut pas reprendre, ce qui n'a pas été le cas au Japon. Mais lorsqu'on se rend compte que ni les fans assidus, ni les commentateurs, ni les équipes, ni les pilotes étaient capables d'affirmer avec certitude combien de points le vainqueur avait remporté un quart d'heure après la fin de la course, eh bien on ne peut qu'en conclure que cette règle de la FIA s'avère obscure pour tous et surtout qu'elle a mal été communiquée aux acteurs de ce sport. À partir de cela, tout est devenu ridicule et d'une malaisance digne des plus gros bides que votre oncle bourré pourrait prononcer à votre discours de mariage. À commencer par l'interview embarrassante de Johnny Herbert et l'annonce de titre la plus pétée de l'histoire, en passant par les doutes de Verstappen sur la véracité de son deuxième titre et qui ont perduré jusqu'à la cool room. Et clou du spectacle, ce trône débile en guise de triste symbole est tellement mal mis en valeur par ceux qui l'avaient posé là qu'il a fallu que les twittos s'y aillent de leurs petits commentaires pour finalement le remarquer avant de s'en moquer. Et comme otage de luxe de ce marasme, Max Verstappen. Alors évidemment, on ne va pas plaindre le dorénavant double champion du monde, mais force est de constater qu'une fois encore, la célébration de son titre se voit sapée par le Festival international de l'absurde, qu'on appelle également FIA. Donc oui, la pluie tombe fort sur l'édifice défaillant de l'organisation, et cette pluie n'est pas faite d'eau, mais de critiques. Le plus rageant dans cette affaire est que l'imbroglio réglementaire de Suzuka a relégué au second plan une demi-course et des performances d'une grande qualité sous la pluie. À commencer par le géant Verstappen qui d'après moi a réalisé le week-end le plus impressionnant de sa saison. Et si l'obtention d'une pole à Suzuka n'est pas quelque chose d'anodin en soi, le style avec lequel Max a annihilé ses concurrents le dimanche ne peut laisser qu'admiratif. 27 secondes d'avance sur le dauphin du jour Pérez en 28 tours parcourus. Faites le calcul. Mais plus éclatant encore que son rythme et la gestion de ses inters fut son départ, où il récupéra avec autorité son bien face à Charles Leclerc à l'extérieur des virages 1 et 2. Leclerc, justement, n'a rien pu faire d'autre que de résister vaillamment à l'autre Red Bull de Sergio Pérez, qui, rusé comme un renard, a sauvegardé ses gommes pour attaquer le Monégasque en fin de course. On pardonnera ainsi au pilote Ferrari son erreur à la chicane finale et la pénalité qui en a découlé, car la pluie tombe toujours plus fort sur les toits percés, ou en l'occurrence sur les pneus détruits. La différence de dégradation entre Red Bull et Ferrari que l'on a pu percevoir dans le parc fermé à l'arrivée fait d'ailleurs peine à voir pour le spectacle. Derrière, 3 exploits tantôt anecdotiques, tantôt lourds de conséquences, sont à célébrer. Premier accessite, Esteban Ocon. En dépit d'excellents week-ends cette saison, Suzuka a sans conteste été la proposition la plus brillante du pilote français depuis le début de l'année, et j'oserais même dire depuis le début de sa carrière. Un tour de qualif extraordinaire sur le sec et qui lui permet, excusez du peu, de supplanter son équipier Alonso et la Mercedes de Lewis Hamilton. Et le lendemain, que dire de sa défense face au septuple champion du monde? Qu'elle a été facilitée par le manque de VMAX sur la W13? Certainement. Qu'elle a été accomplie par un pilote dont les qualités défensives que l'on a eu le temps de percevoir à Budapest l'an passé sont parmi les meilleures de la grille? Sans aucun doute. Mais qu'importe, avec 12 points marqués auxquels on ajoute les 6 de Fernando Alonso, Alpine repasse copieusement devant sa rivale pour la P4 constructeur, McLaren. Et pourvu que la fiabilité ne s'en mêle pas, l'écurie française devrait objectivement garder cet ascendant. Deuxième accessite, Sébastien Vettel. À l'instar d'Ocon, le week-end du futur retraité commence par 2 tours de qualification éblouissants en Q2 puis en Q3 qui lui permettent de partir P9 sur la grille avec ce qui reste une brouette le samedi. Quant au dimanche, Vettel peut paradoxalement remercier son excès d'optimisme au premier virage qu'il a renvoyé en queue de peloton dès la fin du tour 1. Car sans cela, Seb n'aurait jamais pris le risque de parier sur un passage précoce en pneu intermédiaire et qui au final lui a permis de faire l'undercut sur la moitié du peloton pour remonter à une magnifique P6. Le clou du spectacle reste sa bataille incessante et accessoirement gagnée contre son grand rival de toujours, Fernando Alonso, avec lequel il n'a eu de cesse que de danser le tango jusqu'à ce finish héroïque depuis la dernière chicane à la ligne de départ arrivée, montrant le respect entre 6 titres de champion du monde et les talents d'équilibriste de l'un comme de l'autre. 8 points de plus dans la besace d'Aston Martin, qui sont autant d'unités que prennent Haas et AlphaTauri dans la vue, sachant que devant, Alfa Romeo n'est plus qu'à 7 longueurs. Troisième accessite, Nicolas Latifi. En ce qui me concerne, je n'ai jamais voulu crier au loup concernant le Canadien, tout simplement car je n'aime pas lorsque la pluie tombe trop fort sur les toits déjà percés. J'ai donc toujours préféré louer ses rares performances plutôt que d'invoquer par exemple l'image de la chèvre pour évaluer son niveau. Une blague d'ailleurs qui ne m'a jamais vraiment fait rire quand on sait que la vie de ce pilote sera à jamais associée à du bizutage sur les réseaux sociaux. Mais si l'on regarde bien cette course, que voit-on ?
Un pilote qui émerge encore une fois dans des circonstances difficiles, après la Hongrie et la Belgique l'an passé, et la Grande-Bretagne cette saison, pour finalement inscrire 2 points pour Williams. Un premier tour parfait, une stratégie à l'instar de celle de Vettel, parfaitement exécutée, une gestion impeccable de ses gommes et une résistance infaillible face au McLaren. Bref, n'en déplaise aux plus cyniques d'entre nous, s'il est incontestable que Nicolas Latifi n'a plus sa place en Formule 1, son talent ne devrait faire aucun doute au lendemain du Japon. On en oublierait presque que Mad Max, devenu Super Max, a remporté son 2e titre de champion du monde. On en oublierait presque que le peu de courses que nous avons eu la chance de vivre sur place ou sur notre canapé valait la peine d'être vécu. Mais la pluie est une fois de plus tombée trop fort sous le ciel de Suzuka. Elle s'est abattue sur la piste, sur les pilotes, sur leur désir de courir, et sur nos attentes. Mais elle s'est surtout abattue de façon torrentielle sur la FIA, dépouillant l'organisation encore un peu plus de sa crédibilité, à tel point que l'inondation s'est vite transformée en naufrage. En jouant aux chaises musicales de son organigramme en début d'année, sans pour autant se remettre en cause profondément, la FIA a donc prouvé un état de fait évident. On ne change pas la politique en changeant simplement les visages. Merci d'avoir écouté cette chronique, alors je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Pour le reste, vous savez ce qui me rend un immense service, like, partage, abonnement, clochette, etc. etc. Allez, ciao!